20h à Abidjan, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 24 août. Le président Alassane Ouattara a regagné Abidjan ce vendredi. Le chef de l'État revient de la Mecque. Ses premiers mots depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué dans ce 20h. Et dans cette édition également, la CEI fait le point des candidatures. 87 candidats indépendants inscrits, un seul dossier validé pour les municipales, aucun dossier pour les régionales. Dernier délai, 29 août. On ira dans l'ouest de la Côte d'Ivoire pour voir ces jeunes qui ont choisi l'agriculture comme solution à la migration clandestine. Mais pas n'importe quelle agriculture, vous le saurez dans votre dossier de ce soir. Et enfin au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle valide l'élection du président Emmerson Mnangagwa. La Cour estime que les accusations de fraude n'ont pas été prouvées. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Il y a à peine 30 minutes, l'avion du chef de l'État a atterri à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Le président a été accueilli par son épouse, des membres du gouvernement et des membres des institutions. Le chef de l'État revient donc de la Mecque. Ses premiers mots à l'aéroport de Port-Boué, certainement au cours de ce journal. Le président a donc regagné Abidjan ce soir. C'est une population de façon spontanée qui s'est rendue à l'aéroport pour réserver un accueil chaleureux au chef de l'État, une mobilisation qui s'explique par la particularité de ce voyage, nous dit Adama Kone. Après une dizaine de jours en Arabie Saoudite, le chef de l'État est de retour à Abidjan. Un retour marqué par une grande mobilisation de la population ivoirienne. Le président Alassane Ouattara vient d'effectuer le Hajj, 5e pilier de l'islam. Le chef de l'État, à travers le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, avait manifesté déjà le 21 août sa solidarité à ses concitoyens lors de la fête de la Tabaski, déclarant depuis la Terre Sainte qu'il avait prié pour la paix en Côte d'Ivoire ainsi que pour les Ivoiriens. Après son discours du 6 août dernier, annonçant l'amnistie pour 800 personnes, bien d'observateurs voient en ce retour de Hajj la relance d'un contrat social qui enracine le peuple ivoirien dans une dynamique de cohésion nationale, favorable au développement. Faut-il le rappeler, le séjour du chef de l'État en Arabie Saoudite a été aussi marqué par l'audience qu'il a eue au lendemain du Hajj, le mercredi 22 août, avec le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Échanges qui ont permis aux deux hommes d'État d'évoquer entre autres la consolidation de la bonne coopération entre les deux pays. Et à quelques kilomètres de la Mecque, Mina, lieu où les pèlerins doivent obligatoirement séjourner pour accomplir les dernières étapes du Hajj, selon les Écritures saintes. Un site qui ramène le pèlerin aux valeurs d'humilité, de cohabitation avec l'autre. Comment est la vie sur le site de Mina? Élément de réponse avec Konaté Moussa. Des tentes dressées à perte de vue. Nous sommes à Mina, à quelques kilomètres de la ville de la Mecque. Ces habitations sont destinées au milieu de pèlerins venus du monde entier pour accomplir le Hajj. Le 8e jour, n'est-ce pas, du mois Zulhijjah, c'est-à-dire que 12e mois lunaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est déplacé pour venir à Mina, venir prier ici 5 prières, et le lendemain matin, c'est-à-dire que le 9, et il est parti à Arafat pour la station d'Arafat, et au crépuscule, il a continué pour venir à Mouzelfa pour passer la nuit, et il est resté ici pendant les 3 jours. Le séjour de Mina, un passage obligé durant le pèlerinage musulman. Mais ici, le confort s'éloigne du quotidien. Sous une même tente, on peut compter plus de 100 à 300 personnes. Ici, les conditions effacent les barrières sociales. Les titres ronflants et sonores de directeur de ceci, vraiment ici, ça n'apparaît pas. C'est un acte qui vise à tuer en nous l'orgueil à la limite démesuré de certaines personnes d'entre nous et à favoriser l'humilité. La façon qu'on se couche là, ça ne vaut même pas 1 mètre. Donc il faut penser qu'un jour, tu serais comme ça. On est rapprochés, ça veut dire, ah,
Si la mort vient là, tu t'en vas seul. Tu es venu seul, tu dois aller seul, non? Quand vous êtes ensemble, là, vous êtes en famille. Ce qui veut dire que l'homme n'est rien. C'est la mort qui nous attend. Nous sommes venus, on doit apprendre et puis mettre à l'idée que demain, nous allons nous coucher à terre. C'est ce qui fait que nous sommes ici, ça ne nous dit rien. Tout un monde pour de petits espaces, des conditions de vie pas trop aisées, mais juste pour rappeler aux fidèles des valeurs prônées par l'islam, dont la patience, la cohabitation, l'acceptation de l'autre. C'est pour amener le fidèle, n'est-ce pas, à se surpasser, à s'oublier, pour se souvenir que la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. La créature s'oublie, hein, il oublie son ego, il oublie son rang social, il oublie la dimension de sa connaissance, il oublie tout. Vous voyez, depuis Madina jusqu'à Mina, vous voyez que les conditions ne font que régresser un peu, jusqu'à ce que le pèlerin se trouve souvent à terre. On est au même pied d'égalité. On ne sait pas qui est riche, qui est pauvre. Tu ne peux pas savoir qui est ton voisin. Nous sommes là, coincés. C'est ça, c'est là que tu vas sortir comme un vrai Hajj. Présent sur le site depuis le samedi dernier, c'est ce vendredi que les pèlerins du contingent étatique quitteront la station de Mina pour la ville de la Mecque. À la Mecque, où ils effectueront 7 tours de la Kaaba, ce qui marquera l'étape finale du Hajj 2018. Autre étape, mardi dernier, c'était la Tabaski, célébration au plan national et hors de la Côte d'Ivoire. À Paris, les fidèles musulmans ivoiriens vivant dans la capitale française ont fêté l'Aïd el-Kébir avec à leur côté l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en France. Les détails avec Mamadou Kouassi. Les Ivoiriens musulmans vivant à Paris ont aussi célébré l'Aïd el-Kébir. Ils se sont retrouvés à Saint-Denis, banlieue parisienne, pour honorer cette prière. Après les 2 rakats, l'imam officiant a appelé ses fidèles à vivre la foi d'Abraham tout en respectant les valeurs de l'islam. Le guide spirituel a aussi exhorté ses compatriotes à rester unis et solidaires tout en prônant la cohésion au sein de la communauté ivoirienne. Nous exhortons nos frères à s'unir, à se donner la main, car l'union, c'est la miséricorde et Dieu avec les unis. Aux côtés des fidèles musulmans ivoiriens, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Charles Gomis, venu traduire le soutien de l'État de Côte d'Ivoire à la communauté ivoirienne. Il a aussi saisi l'occasion pour rappeler leur contribution dans la paix en Côte d'Ivoire, mais aussi pour le développement de la nation ivoirienne. Le premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire en France, Vakaba Diaby, a procédé au lancement de la mise en place d'un fonds en vue de la construction d'une mosquée pour la communauté musulmane ivoirienne de France. Cette mosquée devrait être implantée en Île-de-France. Cette année, l'honneur est revenu au CENI, Conseil national islamique section France, d'organiser cette prière. C'est la 2e fois que la communauté ivoirienne se retrouve pour la célébration de la Tabaski en France, après une première édition initiée l'année dernière par l'imam Mohamed Kouyaté, imam adjoint de la mosquée de l'île de Saint-Denis en France. Et ici en Côte d'Ivoire, 87 candidats indépendants inscrits dans 4 communes, un seul dossier validé pour les municipales, aucun dossier pour les régionales. La CEI fait le point à 5 jours de la date officielle de clôture des dépôts des dossiers de candidature pour les élections municipales et régionales. Reportage Wodjon Télé-Soro et Herman Guivé. Commission électorale indépendante. La quinzaine de box d'enregistrement des candidatures pour les élections des conseillers municipaux et régionaux a enregistré le dépôt des dossiers de 4 communes. 10 jours après l'ouverture des réceptions de documents, la commission électorale indépendante fait le point des candidats inscrits. Tchassalé, dont 29 conseillers, 4 adjoints. À Ouélé, vous avez 29 conseillers, 3 adjoints. Ferke, vous avez 31 conseillers, 4 adjoints. Le Pougon, vous avez 50 conseillers et 6 adjoints. Ce sont ces dossiers que nous avons reçus. Une fois réceptionné au box d'enregistrement, le dossier du candidat est envoyé dans la salle informatique pour suivre 4 étapes de traitement réalisées par 63 agents. La création, la saisie, la numérisation et la vérification. Les documents ainsi vérifiés sont acheminés à l'administrateur système. À ce niveau, la mise sur bordereau des dossiers se traite par commission. Ensuite, ils sont transmis aux 4 commissions délibérantes pour analyse et validation dirigées chacune par un vice-président et 3 commissaires centraux. C'est à l'issue de ce processus et dans un délai de 10 jours, prenant en compte la date de dépôt du dossier au box d'enregistrement, que les candidatures reçues sont validées. L'analyse consiste à prendre pour chacun des conseillers le dossier
à vérifier toutes les pièces, vérifier qu'elles soient conformes et qu'elles correspondent donc au délai qui a été indiqué. La proclamation de la liste définitive des dossiers des candidats pour les élections régionales et municipales est programmée le 7 septembre 2018. Et justement, les membres fondateurs du RHDP, Parti unifié, se sont rencontrés ce jeudi à l'Hôtel Ivoire pour préparer les élections locales à venir et l'accueil du président du parti. Il s'agit du chef de l'État, Alassane Ouattara. Le RHDP a réaffirmé au cours de cette rencontre son idéal de paix. Le reportage de Gabriel Zani. C'est la toute première réunion des membres fondateurs du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP Parti unifié, depuis la tenue de l'Assemblée générale constitutive le 16 juillet dernier sur le Parti unifié. En effet, l'actualité l'exige, en l'occurrence l'évolution de la situation politique au sein du RHDP et les candidatures pour les élections locales. Le Parti des Oufouettistes se veut plus que jamais fédérateur au sortir de la rencontre. Les membres fondateurs du RHDP continuent d'être des acteurs de la paix et du rassemblement. Nous croyons à ce que notre parti pourra apporter à cette Côte d'Ivoire qui continue de chercher sa voie vers une réconciliation durable, vers un développement dont le président a donné les grandes orientations et avec des pans entiers qui se mettent en place mois après mois, année après année. L'heure est à la force dans l'union à l'approche des échéances locales qui s'annoncent très disputées. Le RHDP Parti unifié compte mener une campagne d'envergure sur l'ensemble du pays. Le RHDP aura ses candidats et ces candidats, ce sera sur l'ensemble des circonscriptions du pays, que ce soit au niveau des élections municipales ou des élections régionales. Les élections locales, municipales et régionales couplées, prévues se tenir à la mi-octobre, concentrent déjà toutes les attentions. L'objectif du Rassemblement des Oufouettistes, sortir de ces bastions pour investir tout le territoire. Et sur le terrain aussi, la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels engage des consultations à quelques mois des élections municipales et régionales. Elle a échangé avec le PPS, le Parti pour le progrès et le socialisme, et le RPP, le Rassemblement pour le progrès. Les détails avec Eman Guivé. Le Parti pour le progrès et le socialisme, le PPS, premier parti politique, à être reçu par la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels dans le cadre de consultations avec les partis politiques. Consultations devant permettre aux partis politiques de contribuer à l'apaisement, à la cohésion sociale avant, pendant et après les prochaines élections municipales et régionales. Nous l'avons écouté. Il nous a produit des conseils dans le sens de la réconciliation, de la paix, des élections apaisées. C'est extrêmement important. Donc nous avons aussi donné quelques informations et nous lui avons dit que nous sommes à sa disposition, à la disposition de la chefferie. Nous allons aller dans tous les hameaux, prôner ce message pour dire les élections, ce n'est pas la guerre. Et puis nous sommes dans un pays où il faut se réconcilier. Nous avons connu des crises terribles. Donc on ne doit plus revivre ces mêmes crises. Donc c'est un message important, n'est-ce pas, à transmettre sur l'ensemble du territoire pour dire que désormais nous sommes un. Certainement, avec la libération de Mme Gbagbo, vous voyez, c'est boosté cette réconciliation. Des Ivoiriens qui veulent la paix pour avancer et pour construire les pays. Puis vient le tour du Rassemblement pour la paix, le RPP. Je pense qu'ils ont eu une oreille très attentive et nous nous félicitons en tout cas de cette posture qu'ils ont eue et je crois savoir qu'ils veulent rencontrer tous ceux qui occupent aujourd'hui les champs politiques. Je pense que c'est important pour les écouter et nous souhaitons aussi que, après nous avoir écoutés, que leur compte rendu soit bien entendu et bien écouté par leur hiérarchie. Et leur hiérarchie, me semble-t-il, c'est l'exécutif. Dans les jours qui suivent, plusieurs autres partis politiques succéderont au Parti pour le progrès et le socialisme et au Rassemblement pour la paix, afin d'être à leur tour sensibilisés par la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels à œuvrer pour la cohésion sociale au cours des prochaines élections.
Et en attendant ces élections, le président du Sénat, Jeannot Kouadio-Aoussou, et le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Brou, déclarent leur patrimoine à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Le point avec Olivier Iriebi et Gabriel Zani. Jeannot Kouadio-Aoussou, président du Sénat, et Jean-Claude Brou, président de la commission de la CEDEAO, viennent de déclarer leur patrimoine à la haute autorité pour la bonne gouvernance. Le président du Sénat se fait enregistrer pour la 3e fois afin de mettre à jour son fichier. Je suis venu accomplir mon devoir de citoyen ivoirien qui occupe des responsabilités. Je suis le président du Sénat et la loi me fait obligation de déclarer le patrimoine. N'oublions pas que le Sénat... Et voilà, nous avons là le président de la République en direct. Il revient de la Mecque où il a effectué les rites du 5e pilier de l'islam. Ses premiers mots depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Messieurs les généraux, chers frères et sœurs, nous sommes heureux d'être de retour de la Mecque où nous avons effectué le pèlerinage et bien évidemment, c'était un moment important pour nous. J'avais une forte délégation composée de membres de ma famille, du Premier ministre, de membres du gouvernement, de plusieurs imams, des membres du cabinet présidentiel et d'autres proches qui ont bien voulu se joindre à nous pour ce pèlerinage. Et c'était un moment de recueillement, de prière, et nous avons prié pour la Côte d'Ivoire, pour la paix dans notre cher pays, pour la stabilité de notre nation, et nous avons prié pour le bonheur des Ivoiriens et de toutes les populations vivant en Côte d'Ivoire. Et nous avons prié pour que l'harmonie qui caractérise le vivre ensemble dans notre beau pays puisse se renforcer davantage. Et je peux vous dire que nous avons été particulièrement bien reçus par les autorités saoudiennes et je voudrais leur rendre hommage, à commencer par Sa Majesté le roi Salman. Le roi nous a reçus à l'occasion de la cérémonie de fin du Hajj et nous avons eu une séance d'entretien bilatéral. Je voudrais saluer toutes les autorités saoudiennes parce que le voyage a été particulièrement bien organisé et cela aussi je voudrais associer notre ambassadeur en Arabie Saoudite, le consul général, ainsi que le commissariat du Hajj qui a fait un travail important. Les facilités ont été exceptionnelles, que ce soit à la Mecque, que ce soit à Mina, où nous avons passé 4 nuits, ou bien évidemment à Médine, où nous avons fait aujourd'hui la prière du vendredi, avant de reprendre le chemin pour la Côte d'Ivoire. Donc je voudrais à nouveau remercier Sa Majesté le roi Salman pour toutes les attentions dont nous avons été l'objet et dire que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie Saoudite sont très fortes et pleines de confiance. À l'occasion de ce séjour, nous avons rencontré une délégation d'imams qui effectuait le pèlerinage dans le cadre du quota attribué à la Côte d'Ivoire, un quota de 6500 personnes. Nous avons rencontré, je crois, à peu près 100 imams avec qui nous avons échangé. Et ils nous ont bien sûr réitéré les prières pour le pays, pour chacun de nous, mais également pour dire que toutes les dispositions qui ont été prises étaient excellentes. Donc je voudrais féliciter le gouvernement pour toutes ces facilités et la parfaite organisation du Hajj. Bien évidemment, féliciter le COSIM qui prête une attention particulière
à l'organisation de ce grand événement. Alors, je l'indiquais tout à l'heure à l'invitation de Sa Majesté, le mercredi 18, nous avons été invités à la cérémonie de fin du Hajj au Palais Royal. Et c'était un moment important avec plus de 500 invités. Et la délégation ivoirienne a été reçue par Sa Majesté longuement et nous avons pu échanger sur les questions bilatérales, aussi bien en matière de coopération qu'en matière de lutte contre le terrorisme. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et à ce titre, nous apportons un soutien important à tous les membres et à tous les pays qui sont épris de paix et qui souhaitent lutter contre le terrorisme. Sa Majesté nous a remerciés pour le soutien que nous apportons à l'Arabie Saoudite et à tous les pays qui sont engagés dans la lutte contre le terrorisme. Nous avons également indiqué que c'était important, compte tenu de l'importance de la population ivoirienne maintenant, d'augmenter le nombre de pèlerins. Sa Majesté a donné son accord et a donné des instructions pour que cela puisse être examiné assez rapidement. Et donc je voudrais à nouveau dire que cet événement était important. Il y avait également le vice-président du Ghana qui effectuait le pèlerinage et ceci nous a donné l'occasion de le rencontrer, d'échanger avec lui, avec ce pays frère et avec la délégation ghanéenne. J'ai indiqué tout à l'heure la contribution des imams à l'organisation du pèlerinage. Et c'est pour cela que nous avons tenu à rencontrer cette délégation. Et je voudrais rendre hommage à Cheikh Fofana pour l'important travail qui est fait par le COSIM pour faire en sorte que le pèlerinage en relation avec le gouvernement s'organise dans d'excellentes conditions et dans la discipline. Et je dois dire que les pèlerins ivoiriens sont exemplaires dans leur comportement. Et cela, donc, nous devons le mentionner. Et cela fait l'objet, d'ailleurs, de plusieurs distinctions. Je voudrais donc, Cheikh, vous remercier, vous féliciter pour cette importante contribution qui rehausse l'image de notre pays. Et j'ai bien sûr, à cette occasion, demandé aux imams de faire des prières pour la paix, la stabilité dans notre pays. Et j'ai été assuré que ceci a été fait tout au long du pèlerinage par les imams, mais également par tous les pèlerins qui ont fait le pèlerinage cette année. Je termine donc en vous remerciant pour cet accueil, en disant à quel point nous nous sentons honorés et fiers d'avoir fait le pèlerinage et dire que c'était un grand moment pour tout croyant. Et je remercie tous ceux qui m'ont accompagné et je leur demande de continuer, et à tous de continuer, de prier pour la paix et la stabilité de notre pays. Je vous remercie. Prière, paix et réconciliation, déclaration du chef de l'État qui revient de la Mecque. 20h24 dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, des jeunes ont choisi l'agriculture comme moyen d'émancipation et surtout comme alternative à la migration clandestine. Mais pas n'importe quelle agriculture, l'agriculture intégrée, un concept auquel ils ont été initiés dans le cadre d'Agripreneur, un projet porté par un autre jeune déterminé et ambitieux. C'est le dossier de ce soir, signé Christelle Mena. Dans les hauteurs du centre-ville de Mans, tous les matins offrent le même spectacle dans cette ferme incubateur d'1 hectare. Cochons, chèvres, poules et canards sont élevés ici dans le cadre d'une ferme-école. On se prépare à nourrir les porcs et nous avons 32 porcs scellés qui démarrent maintenant. Ça, c'est l'aliment de démarrage que nous avons ici. Rolande, 24 ans, dirige cette ferme incubateur. La jeune femme est titulaire d'un BTS en élevage, peu habituel dans le milieu,
Encore plus singulière, ses motivations. J'ai grandi dans un milieu où on a toujours tendance à acheter de la viande et puis la viande manque dans notre région. J'avais déjà à cœur de faire un projet type pour déjà amener les jeunes de la région, les déscolarisés, les démunis, à pouvoir se prendre en charge eux-mêmes. J'attendais seulement une opportunité pour pouvoir réaliser ce projet. Cette opportunité s'est présentée il y a 1 an, avec le projet Agripreneur, mis en œuvre par l'équipe de Daniel Oulaï. Ce jeune entrepreneur rêve comme elle d'une autosuffisance alimentaire pour la région et d'un meilleur avenir pour les jeunes durement éprouvés par les violentes crises à l'ouest. Avec tout le potentiel agricole ici dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, on a décidé de lancer une initiative, Agripreneur. Le pôle principal, c'est ce site qui est la ferme incubateur qui va accueillir sur les 48 prochains mois environ 100 à 300 jeunes qu'on va installer dans la chaîne de production végétale. En plus d'une ferme incubateur, Agripreneur comporte 3 autres pôles. Le végétal, la valorisation des déchets d'élevage et celui du renforcement technique des jeunes. C'est dans ce dernier pôle, le centre d'incubation technologique rurale, que les jeunes sont initiés au concept de l'agriculture intégrée et au développement de solutions innovantes. Le mariage entre l'élevage et l'agriculture végétale, pourquoi est-ce qu'on choisit ce modèle et pourquoi est-ce que selon nous, ce modèle est le modèle le plus approprié pour des zones les plus reculées de la capitale comme l'Ouest et le Tonkpi, qui a un sérieux souci d'écoulement de leur production. C'est ce genre de sujet thématique sur lesquels on travaillera pour essayer de renforcer vos compétences sur ces maillons clés de la chaîne de valeur. Le projet Agripreneur est porté par l'entreprise de Daniel, la Grainotech, avec une vision plus globale, celle de renforcer la productivité agricole en préservant la diversité génétique des semences et de réinventer l'agriculture paysanne ivoirienne. L'agriculture de demain ne se fera pas avec ces semences OGM ou ces semences génétiquement modifiées qui sont juste des semences pour des multinationales pour garder le monopole. Mais l'agriculture de demain se fera avec des semences paysannes, donc des semences reproductibles. Secondo, nous pensons que l'agriculture de demain doit être une agriculture de précision. Donc avec des technologies qui vous permettent par exemple de rester à la maison et savoir s'il y a un animal qui est rentré dans votre champ. Donc c'est ce genre de technologies sur lesquelles on travaille qui utilisent des capteurs. Si la Grainotech et le projet Agripreneur ont aujourd'hui ces résultats, c'est parce que beaucoup ont cru aux idées et en la détermination de Daniel. Dans le cadre des 100 projets pour le climat à la COP22, Ségolène Royal a appuyé le développement d'une de ces solutions technologiques à hauteur de 2 millions de francs CFA. Et puis, il y a eu l'appui des récompenses obtenues lors des différentes compétitions. Dernier coup de pouce en date, le programme entrepreneurial de la Fondation Tony Eloumelou. Un peu plus loin dans l'ouest profond, Danané, à 76 km de la ville aux 18 montagnes. Ils sont 120 à avoir bénéficié de l'appui du projet Agripreneur. Keïta est revenu en Côte d'Ivoire après 20 années d'emploi pénibles dans les plantations et usines européennes. Tu vas mourir. Là-bas, il y a trop de souffrance. Surtout même, si tu es âgé seulement, les Européens ne t'aiment pas. En Afrique, il y a l'argent. Quand tu travailles, tu vas avoir. Mais si tu ne travailles pas, tu ne peux pas trouver. N'importe où. C'est le problème de l'aide qui nous fatigue ici. Sinon, il y a la terre, il y a bonnes choses. Notre terre est plus bonne que pour l'Europe. L'agriculture intégrée et de précision comme alternative à la migration clandestine. Le pôle végétal du projet Agripreneur fournit des semences reproductibles et du matériel aux paysans. Les récoltes de maïs, par exemple, leur sont rachetées pour nourrir les animaux du pôle animal. En retour, les déjections animales de la ferme servent de compost pour les paysans. Entre les deux, une nouvelle chaîne de valeur, la transformation, elle aussi pourvoyeuse d'emplois. C'est environ 300 jeunes que nous allons installer comme ça dans la région qui vont nous garantir donc la production de maïs, de soja et d'autres cultures qui sont utilisées dans la fabrication de l'aliment de porc et de poulet. Salut! Bonjour monsieur. Ça va? Comment ça se passe? Ça va un peu. Super. C'est chez vous? Ouais. On est venu juste voir un peu comment est-ce que ça avance ton projet, ton champ de maïs et tout. Je vois que les maïs sont déjà en maturité. Bon, ouais, ça progresse bien. Et... Depuis qu'on a reçu les semences, on a essayé de mettre ça en œuvre. Et puis, grâce aux engrais que vous nous avez fournis, donc vous voyez, je n'ai plus à aller attendre la main au grand frère, aller m'asseoir pour mendier ou bien pour demander
de l'argent aux gens, je dépends de moi-même, j'arrive à subvenir à mes besoins. On peut réussir en Côte d'Ivoire, c'est grâce à l'agriculture. Le projet Agripreneur, appuyé par un élu local du Tankwi, cible 1000 jeunes de la région d'ici 3 ans. Et nous allons aussi cibler l'environnement. Les pays du monde se sont engagés lors de la COP21 à Paris en 2015 à limiter le réchauffement climatique à un niveau inférieur à 2 degrés Celsius. La Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire de moins de 28% les émissions de gaz à effet de serre. Alors, quel peut être l'engagement des ONG et de la société civile? Une rencontre est donc organisée à cet effet. Reportage Grace Kando. L'implication des ONG et de la société civile, plus que jamais attendue, dans le cadre de la limitation du réchauffement climatique, d'où cette rencontre initiée par le ministère de l'Environnement et du Développement durable. Les ONG ont beaucoup de projets, surtout la gestion des déchets, la gestion des déchets électroniques. Et en tout cas, il y a une valise considérable de projets élaborés par la société civile que nous allons regarder ensemble et avec l'appui technique de l'ONG internationale qui est PACJA, voir comment est-ce que ces ONG peuvent avoir du financement. Nous appelons au changement de mentalité afin que nos amis étudiants et toute la population ivoirienne puissent intégrer l'éco-citoyenneté comme comportement pouvant permettre de réduire l'émission des gaz à effet de serre en Côte d'Ivoire. Nous prenons part également au projet RED+, et il y a des actions de sensibilisation, des actions terrain également qui vont nous permettre de pouvoir nous impliquer aux côtés du gouvernement dans la politique de réduction des gaz à effet de serre émis dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est engagée à réduire d'ici à 2030 de 28% les émissions de gaz à effet de serre. 3 ans après l'accord de Paris sur le climat, un état des lieux s'impose. Les changements climatiques font partie maintenant intégrante à travers un projet au niveau des stratégies de budgétisation et de planification, mais également un certain nombre, on va dire, de projets clés, comme par exemple le plan national d'adaptation, qui doit permettre vraiment de structurer tout le volet adaptation, c'est-à-dire la capacité de nos populations à pouvoir être résilientes face aux effets de changement climatique. Et ce document est en train d'être finalisé et sera proposé à tous les acteurs. Les émissions de gaz à effet de serre proviennent de plusieurs secteurs clés, entre autres le transport, l'agriculture, l'énergie et les déchets. La COP 24, qui se tiendra en Pologne du 3 au 14 décembre prochain, sera l'occasion pour la Côte d'Ivoire de continuer les négociations et d'afficher ses ambitions de réduction de moins de 28% des émissions de gaz à effet de serre à travers des projets. La page noire concerne ce soir le décès de Nguessan Santa, l'émérite guitariste des Woody, est décédé ce jeudi des suites d'une longue maladie. Isayo revient sur cette note triste. Le monde de la musique ivoirienne est en deuil. L'artiste arrangeur Nguessan Santa a rangé définitivement jeudi soir le micro. Guitariste émérite, il a lutté longtemps contre le mal qui le rongeait depuis plusieurs années. Il était admis à l'hôpital général de Malkouri après un malaise. Une fois là-bas, les médecins ont demandé à ce qu'il soit transféré au CHU de Cocody. Ce qui a été fait. Malheureusement, le mal a eu raison de lui. Né en 1952, Nguessan Santa a marqué le monde musical ivoirien par ses nombreux arrangements d'albums et son impact sur le groupe Woody, dont il était membre. Son décès laisse un grand vide dans la musique en Côte d'Ivoire et son groupe artistique. Et à l'étranger, au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle valide l'élection d'Emmerson Mnangagwa. La plus haute instance judiciaire du pays a estimé que les accusations de fraude avancées par l'opposition n'avaient pas été prouvées. Rappelons pour terminer l'arrivée du chef de l'État à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué. Il revient de la Mecque où il a effectué des rites du 5e pilier de l'islam. Au centre de ses premiers mots ce soir, depuis l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Boué, la paix et la réconciliation. Et voilà, c'est la fin de ce 20h supervisé par Adama Koné et Jean-Jacques Kwame Allah. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée à tous.